Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée au phénomène des marées qui s'insère dans votre programme dans le domaine 3, mer et météo. Voyons le plan de cette émission. Dans une première partie, nous définirons ce qu'est la marée, en l'associant au vocabulaire essentiel à retenir en vue de votre examen. Ensuite, nous nous demanderons pourquoi il est nécessaire de faire un calcul de marée. Puis nous verrons où trouver les données nécessaires. Ensuite, nous verrons la fameuse règle des douzièmes, qui permet donc de prévoir une hauteur d'eau à une heure donnée. Nous verrons rapidement quelques autres méthodes, notamment graphiques, et nous terminerons par quelques questions d'examen. Alors, qu'est-ce que la marée? Eh bien, il s'agit d'un phénomène naturel dû à l'attraction qu'exercent la Lune et le Soleil sur les masses d'eau, autrement dit les mers et les océans à la surface de la Terre. Alors, cette attraction n'a pas la même intensité. La principale est celle de la Lune, qui est environ 2 fois et quelques celle du Soleil, qui est bien plus loin, ce qui explique donc que son attraction est plus faible que celle de la Lune. Pour bien comprendre le phénomène de marée, il faut réaliser qu'il y a à la fois la rotation de la Terre sur elle-même, qui est une des causes, et ensuite la rotation de la Lune autour de la Terre. Il faut parler des phases de la Lune qui vont être liées aux diverses périodes de la marée. Dans la phase numéro 1, nouvelle Lune, il se trouve que la Lune est entre la Terre et le Soleil, donc nous ne distinguons pas la face éclairée. Alors, je passe rapidement sur le premier croissant pour arriver à la situation dite de quadrature dans laquelle la Lune se trouve sur un axe donc perpendiculaire aux rayons du Soleil. Donc nous ne voyons qu'une moitié. Le premier quartier. Passons sur l'étape intermédiaire, lune gibbeuse croissante. Nous arrivons au moment où la Lune donc est à l'opposé par rapport au Soleil, donc nous la voyons entièrement. Puis elle commence à décroître, c'est la Lune gibbeuse décroissante. On arrive au dernier quartier, qui est encore une situation de quadrature. L'axe Terre-Lune est perpendiculaire à l'axe Terre-Soleil, et nous ne voyons donc qu'une moitié de la face visible. On passe par le dernier croissant et on arrive à la situation initiale de nouvelle Lune. Alors le cycle complet dure 27 jours et 8 heures. C'est pas un multiple entier de jours, c'est un peu plus de 27 jours, ce qui fait qu'il y a un décalage. La Lune se retrouve un petit peu plus loin sur son orbite au bout des 27 jours exacts de rotation de la Terre. Alors, voyons justement l'influence de la Lune. La Lune, de par sa masse relativement importante, va exercer une attraction gravitationnelle sur les masses d'eau qui sont le plus proches d'elle à un moment donné de la rotation de la Terre. Ce qui va provoquer un gonflement de la masse d'eau, donc une élévation du niveau des mers et des océans, et inversement donc un abaissement de ce niveau, donc par circulation des masses d'eau dans les zones donc situées à la perpendiculaire de l'axe Terre-Lune. Ce gonflement des eaux, il faut noter qu'il est un peu moins important donc à l'opposé donc de la position de la Lune par rapport à la Terre, qu'on appelle le nadir, mais il y a aussi gonflement donc dans ces zones-là. Alors, voyons un petit peu le vocabulaire et les abréviations à retenir, en commençant par PM, que vous verrez dans la suite de l'émission, qui signifie pleine mer. Donc à la pleine mer, la marée est haute. Inversement, BM pour basse mer signifie que la marée est basse. Ce qu'on appelle le zénith, et que vous voyez donc ici sur le schéma à gauche, c'est le moment du passage de la Lune au méridien du lieu. Comme la Terre tourne, vous voyez que le méridien d'un lieu va se déplacer dans le sens de rotation de la Terre, d'est en ouest. Et le passage donc au zénith est le moment où l'attraction lunaire va être maximum sur la zone considérée. Le nadir, nous l'avons dit, donc est le méridien opposé au zénith.
Ce qu'on appelle le marnage, alors c'est important, nous allons le voir pour la règle des 12e, c'est la différence entre la hauteur de la mer en pleine mer, à marée haute, et la hauteur de la mer en basse mer. Nous rencontrerons aussi l'adjectif ou le étal, qui est le moment où la mer ne descend ni ne monte. Il y a une stabilisation de la montée ou de la descente des eaux. Le moment où la marée est montante s'appelle le flot. Le moment où elle est descendante s'appelle le jusant. Et nous aurons besoin de calculer une heure marée en se basant sur la durée de la marée qu'il faudra diviser par 6. En effet, le phénomène donc est semi-diurne, comme on dit, c'est-à-dire il se produit en fait sur une période de 6 heures pour la montée, de 6 heures pour la descente des eaux. Examinons maintenant un cycle sur une journée en prenant comme point de départ un point que nous imaginons sur ce méridien qui s'est déplacé et se trouve maintenant dans cette position au plus proche de la Lune, on dit au zénith, lorsque la Lune est au zénith, et donc les points de ce méridien sont les plus proches de la Lune. Ils sont donc soumis à une influence importante, la plus importante dans le cycle, et donc en situation de pleine mer. Environ 6 heures plus tard, le méridien en question aura tourné de 90 degrés, va se retrouver dans l'opposé ici et caché par cet axe, et donc en situation de basse mer. La Terre continue à tourner, 6 heures plus tard, ce méridien se trouve ici. Et nous sommes à nouveau dans une situation de pleine mer, peut-être un peu inférieure à l'initiale. On dit qu'on se trouve au nadir. 6 heures plus tard aussi environ, on retrouve la situation symétrique de quadrature que nous avons vu précédemment, et donc en basse mer. Le cycle se termine lorsque le méridien est revenu au zénith. En fait, il lui faudra un peu plus de temps que les 6 heures en question, ce qui fait que il faut prendre en compte ensuite dans le calcul des marées, comme nous verrons, que l'intervalle entre deux pleines mers successives n'est pas de 12 heures exactement, mais il est un peu plus long, il est de 12 heures 25 minutes. Le cycle complet dure en fait 24 heures 50 minutes. Voyons maintenant l'influence du Soleil, ou plutôt l'influence combinée du Soleil et de la Lune. En effet, il y a plusieurs situations possibles. Dans la première situation, dite situation de syzygie, la Lune, le Soleil et la Terre peuvent se retrouver sensiblement alignés. Et donc dans ce cas, l'attraction du Soleil va se combiner et s'ajouter à celle de la Lune. Nous aurons ce qu'on appelle des marées de vives eaux, c'est-à-dire des marées plus hautes que la moyenne. Nous avons ensuite, toujours en syzygie, une situation analogue dans laquelle cette fois la Lune est entre le Soleil et la Terre, mais sur le même axe. On parle de conjonction. Là aussi, les forces gravitationnelles vont s'ajouter pour provoquer donc des marées plus hautes, des marées de vives eaux. Situation maintenant différente, lorsque l'axe Lune-Terre est perpendiculaire à l'axe Soleil-Terre, on est en situation de quadrature, et à ce moment-là, on voit bien que l'influence du Soleil et de la Terre vont quelque part se contrarier, et il va y avoir donc dans ces situations-là des marées qui seront inférieures à la moyenne. On parle de marées de mortes eaux. Alors, quand est-ce que se produisent les vives eaux, les mortes eaux? Alors, les vives eaux donc, vont se trouver donc en situation de nouvelle lune, en pleine lune, à l'inverse, et les situations de quadrature donc sont visibles dans les phases donc en tant que premier quartier et dernier quartier. Alors, on a quantifié les forces de marée à l'aide de coefficients. Alors, nous ne donnerons pas la définition précise des coefficients dans cette capsule, c'est un petit peu complexe. Il faut simplement retenir qu'on a une échelle d'intensité qui part des plus petits coefficients, donc en mortes eaux, qui part de 20, c'est la limite basse, pour monter jusqu'à 120 en vives eaux, où on va trouver les plus grands coefficients de marée, qui se produisent exceptionnellement plusieurs fois par siècle. Et entre les deux, donc des situations intermédiaires. Alors, il faut retenir que au-dessus de 70, donc on a affaire à des marées de vives eaux, et en dessous, de mortes eaux.
Les situations sont aussi influencées par la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil, et il se trouve qu'en solstice d'été et d'hiver, à cause de l'inclinaison de la Terre, les marées sont plus fortes que la moyenne. Inversement, elles sont plus faibles lors des solstices d'automne et de printemps. Alors pourquoi faire un calcul de marée? C'est évident. À l'exception des parties du globe où il n'est pas forcément nécessaire de le faire parce qu'il y a peu ou pas de marnage, les marées sont très très faibles. C'est le cas notamment en Méditerranée, mais où elles existent cependant. Dans la plupart des endroits donc proches de l'océan, sur la façade atlantique notamment en France, on va prendre le risque d'heurter un rocher ou de ne pas pouvoir rentrer au port avec suffisamment d'eau suivant le tirant d'eau du navire. D'où évidemment la nécessité de déterminer les hauteurs de marée. Alors il faut savoir que ces hauteurs sont exprimées en mètres par rapport au zéro des cartes, et le zéro des cartes en fait c'est celui de le niveau des plus basses mers, des coefficients de marée de basse mer, de coefficient 20. Alors vous comprenez bien le schéma ici, si le zéro de la carte est ici, d'accord, eh bien je peux avoir donc ici une partie du fond qui est au-dessus et qui va se retrouver découverte à marée basse. Et donc bien évidemment il faut faire attention à ne pas se trouver dans cette zone-là au moment donc où la marée est au plus bas, donc au risque bien sûr d'échouage ou de ragage comme on dit, c'est-à-dire la quille de bateau où les œuvres vives peuvent racler le fond. Alors il y a nécessité de faire un calcul dans deux cas. Cas numéro 1, savoir à quelle heure il y aura une hauteur d'eau précise. Calcul inverse, savoir la hauteur d'eau qu'il y aura à une heure précise. C'est ce que nous allons examiner maintenant. Alors pour faire un calcul de marée, nous avons besoin bien sûr d'informations. Alors où trouver ces informations? Eh bien sur certains documents officiels, dont quelques-uns doivent être à bord en permanence par règlement, notamment l'annuaire des marées à jour, soit dans un bloc marine ou bloc côtier. Dans ces annuaires, que trouve-t-on? Les coefficients de marée. Alors sur les ports principaux, nous verrons qu'il y a des ports principaux et secondaires. En l'occurrence ici, le samedi 6 février 2016, le coefficient de marée à 15h37 était de 71, donc on était tout légèrement en vive-eau, mais enfin donc sur la moyenne de 70. On y trouve aussi bien sûr les heures et les hauteurs aux heures correspondantes des pleines mers et basses mers. Alors ici c'est un extrait qui donne des heures de pleine mer. Donc je lis que le 20 février vers 16h32 j'ai une hauteur de 1,90 m donc par rapport au zéro de la carte. Et ensuite je dois m'assurer de faire quelques corrections si je ne suis pas dans le voisinage d'un port principal. Alors les ports principaux en fait se trouvent sur la façade atlantique. Il y en a quelques-uns qui apparaissent à l'écran, il y en a un aussi à Toulon, et je dois faire une correction d'heure et de hauteur suivant que je me trouve là, par exemple, donc par rapport à Calais, donc si je suis à Rüttingen, je dois faire une correction. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de ces calculs de correction, mais sachez qu'ils existent, et que donc il faut en tenir compte suivant l'endroit où on navigue. Alors vous en doutez, à l'heure actuelle, ces renseignements peuvent se trouver sur Internet. Encore faut-il avoir une connexion en mer, ce qui est loin d'être évident suivant la distance à laquelle on se trouve des côtes. Mais bien entendu, cela peut rendre service, et on a notamment le CHOM, qui est l'organisme de référence, qui va nous donner tous les jours les heures de pleine mer et basse mer, enfin une fois par cycle, et puis les coefficients de marée correspondants. Ici, il fournit aussi un graphique sur lequel vous pouvez balader votre curseur et voir l'heure et la hauteur d'eau sur la période d'une journée complète. Alors, bien sûr, en l'absence de système de consultation Internet ou autre, ou si ces dispositifs sont en panne, il faut avoir une méthode de calcul de la marée. Alors vous imaginez que ces méthodes ont été prouvées dans le passé, elles sont extrêmement fiables,
et elle demande un petit peu de concentration pour faire quelques calculs. Alors la plus connue, c'est la règle des douzièmes, et elle part d'une certaine hypothèse. Alors vous avez à l'écran la hauteur d'eau en fonction de l'heure, hein, dans un port, et vous reconnaissez sans doute le graphique d'une fonction mathématique, en l'occurrence la fonction sinus. Il se trouve que dans la plupart des lieux de navigation, mais pas dans tous, hein, il y a des exceptions, la hauteur d'eau est une fonction qui peut être modélisée par la fonction sinus. Alors partant sur cette base, voilà comment on a imaginé les choses. Eh bien d'abord on va sélectionner sur cette courbe une partie seulement, ici la partie qui va séparer la basse mer de la haute mer, donc le creux et le sommet de la sinusoïde. Sachant qu'évidemment, comme la sinusoïde est une courbe symétrique, hein, bien, il est inutile de s'occuper de la partie descendante qui est simplement le symétrique de la partie ascendante. On va se limiter à cette partie. Alors comment ça fonctionne? Donc marée montante, marée descendante. Alors commençons par la fameuse règle des douzièmes, en expliquant rapidement le principe mathématique sur lequel elle est basée. Alors bien sûr, cette explication n'est pas forcément à retenir telle quelle, il s'agit simplement de comprendre d'où vient cette règle. Nous verrons ensuite une application qui est plutôt simple. Alors nous avons vu que la forme d'onde de marée dans la plupart des zones de navigation côtière peut se modéliser par une portion de sinusoïde. C'est à l'écran ce que vous avez la représentation graphique de la fonction sinus x entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ou si vous préférez en degrés, entre moins 90 degrés et plus 90 degrés. Nous voyons tout de suite que si nous partageons l'axe des x en 6 parties égales, 6 intervalles égaux, nous avons les valeurs particulières de 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés, moins 30 degrés, moins 60 degrés, moins 90 degrés. Et nous savons que le sinus de pi sur 6 ou de 30 degrés vaut exactement 1,5. Celui de moins 30 degrés, moins 1,5 par symétrie. Alors n'oublions pas que en marée montante, si on décrit cette courbe de gauche à droite, le temps s'écoule sur 6 intervalles égaux qui sont 6 heures marée. Très bien, d'où l'idée de chercher des valeurs simples correspondant à chacune de ces heures marée. Alors, pour cet intervalle, pour cette heure après l'origine ici, la valeur 1,5 est toute indiquée. Idem pour l'heure précédant l'origine, hein, moins 1,5. Oui, mais qu'en est-il des heures intermédiaires? Eh bien, si on utilise la trigonométrie, on sait que le sinus de pi sur 3 ou de 60 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2. Ce n'est pas une valeur très commode pour faire des calculs numériques. Quelle est l'idée derrière la règle des douzièmes? Eh bien, c'est la suivante. Si on partage l'axe des ordonnées de 0 à 1 en 6 parties égales, donc 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, c'est-à-dire 1,5, 4 sixièmes, 5 sixièmes jusqu'à 1, de même par symétrie, moins 1,5, moins 2 sixièmes, moins 3 sixièmes, moins 4 sixièmes, moins 5 sixièmes. On a donc partagé l'intervalle de moins 1 à 1 en 12 parties. Or, il se trouve que si nous regardons ici, c'est-à-dire au niveau de pi sur 3, 60 degrés, dont le sinus vaut racine de 3 sur 2, 0,86. Si je prends comme valeur 5 sixièmes au lieu de racine de 3 sur 2, j'ai une valeur qui est très proche, 0,83. Donc à 3 centièmes près, nous avons donc une bonne approximation. Idem par symétrie, bien sûr, à moins 0,86 pour moins 5 sixièmes. Et bien l'idée de la règle des douzièmes, c'est celle-là. C'est qu'en fait, on va approximer la fonction sinus
par des fonctions affines, comme on dit en mathématiques, c'est-à-dire on va remplacer par des segments de droite bien choisis, à proximité donc de la courbe du sinus, et on va utiliser donc la proportionnalité, ces segments de droite, à la place de la fonction sinus. Alors voilà ce que l'on obtient. Vous avez à l'écran une ligne brisée, A, B, C, D, E, F, G, qui va se substituer donc à la fonction sinus. Et vous reconnaissez ici les intervalles de douzièmes. En fait, on a des douzièmes de l'intervalle de moins 1 à 1. Et donc, sur chacun des intervalles, on pourra faire un petit calcul de proportionnalité si nécessaire, l'accroissement horaire étant proportionnel donc à l'augmentation ou la diminution de la hauteur de marée. Donc on partage le marnage, c'est-à-dire la différence entre la basse mer et la pleine mer, en douzièmes. Ce sont des sixièmes de 0 à 1, des sixièmes de 0 à moins 1, ce sont donc bien des douzièmes du marnage. Alors pour les heures exactes, H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, dans la montée ou de la descente de la marée, eh bien nous avons tout de suite la hauteur d'eau en calculant le nombre de douzièmes correspondants. Alors vous voyez qu'entre H0 et H1, nous avons 1 douzième de montée. Entre H1 et H2, nous avons 2 douzièmes. Entre H2 et H3, 3 douzièmes. De nouveau 3 douzièmes entre D, H3 et H4, entre les points D et E. Puis 2 douzièmes entre H4 et H5. Et enfin, 1 douzième entre H5 et H6. C'est la règle des douzièmes, telle qu'elle est énoncée classiquement dans les cours de navigation. Et alors, si on a à calculer une hauteur de marée à un horaire qui n'est pas celui des heures exactes H0, H1, etc., eh bien, on fera un petit calcul de proportionnalité sur l'intervalle, ici par exemple entre E et F. L'accroissement de la hauteur d'eau va être donc directement proportionnel à l'intervalle horaire ici, à l'augmentation horaire entre H4 et l'horaire considéré. Nous allons voir comment on utilise tout ça en pratique. Évidemment, on va se passer de la courbe. On va faire de simples calculs directs et de proportionnalité. Alors, voyons cela maintenant en pratique avec un exemple de calcul tiré d'un cours de navigation de Christian Rousseau, professeur au lycée de la Mer à Sète. Alors nous avons des données que nous avons recueillies, nous avons fait éventuellement les corrections nécessaires et nous avons les éléments suivants. Donc la basse mer a lieu à 13h30 avec une hauteur de 0,95 m, la pleine mer à 20h avec une hauteur de 11,15 m. Et on va calculer le marnage, la durée, la valeur de l'heure marée et des douzièmes, et puis on va établir ce qu'on appelle le tableau de marée et donner la hauteur d'eau à 17h50. Commençons par le marnage et la durée. Pleine mer à 20h, hauteur 11,15 m. Basse mer à 13h30, hauteur 0,95 m. De là, nous déduisons la durée de la marée. Donc de 13h30 à 20h, ça fait 6h30. Et le marnage, la différence entre la pleine mer et la basse mer. Donc 10,20 m. Nous en déduisons tout de suite l'heure marée, qui est le sixième donc, du cycle entre basse mer et pleine mer. Donc 6h30 divisé par 6, c'est 1h05. Et nous allons calculer le douzième du marnage, c'est-à-dire le douzième de 10,20 m divisé par 12, c'est 0,85 m. Donc, 1 douzième, 0,85 m, 2 douzièmes, 2 fois plus, 1,70 m, 3 douzièmes, 3 fois plus, 2,55 m. Nous sommes maintenant prêts à établir un tableau de marée. Alors, voilà le tableau que nous allons remplir en utilisant les données et calculs précédents. Alors, vous voyez s'afficher ici les horaires successifs en heures successives de marée. On part de 13h30, qui est la basse mer, on ajoute 1h05, on a donc, si vous voulez par rapport au schéma précédent, on a H1, qui est à 14h35,
puis j'ajoute encore 1h05, 15h40, et ainsi de suite, et j'arrive évidemment au bout de la 6e heure, je retombe sur les 20 heures qui sont bien sûr l'heure de pleine mer. Ensuite on fait les calculs de hauteur d'eau, on part de 0,95 m et on va ajouter successivement, alors c'est là que la règle des douzièmes doit être bien comprise, pour la première heure on ajoute 1/12, donc 0,95 m plus 0,85 m c'est 1,80 m, mais pour l'heure suivante il faut ajouter 2/12, c'est-à-dire 1,70 m, on obtient 3,50 m. Pour l'heure suivante encore, c'est 3/12 qu'il faut ajouter, 2,55 m, puis encore 3/12 pour la suivante, puis encore 2/12, et puis 1/12 pour le dernier intervalle. Et je dois retomber, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, je dois retomber sur la hauteur en pleine mer, qui est bien 11,15 m. Très bien. Alors, on me demandait la hauteur d'eau à 17h50. Eh bien, par simple lecture de mon tableau de marée, je sais que c'est 8,60 m. Alors, allons un petit peu plus loin maintenant et demandons-nous quelle serait la hauteur d'eau entre 16h45 et 17h50 à 17h20. Alors, nous allons raisonner par proportionnalité, en utilisant donc l'approximation de la règle des douzièmes. Le schéma ici nous montre la situation graphique, sur laquelle on pourrait raisonner en faisant un graphique à une échelle donnée, mais on va bien sûr raisonner par calcul simple, sachant que entre 17h50 et 16h45, il se passe exactement 65 minutes. En 65 minutes, la mer a monté de 2,55 m, entre 6,05 m et 8,60 m. Entre 17h20 et 16h45, il va s'écouler 35 minutes. Et donc, en 65 minutes, la mer monte de 2,55 m. En 35 minutes, la mer montera de X mètres. Nous sommes dans une situation de proportionnalité, donc par égalité des produits en croix. À 65 correspond 2,55, à 35 correspond X. J'en tire X qui est 35 fois 2,55 divisé par 65, soit environ 1,37 m. Et donc, 6,05 m plus 1,35 m, c'est 7,42 m. Donc, à 17h20, la hauteur d'eau sera de 7,42 m. Pour terminer, deux méthodes graphiques qui dispensent de tout calcul qu'on peut trouver sur certains blocs côtiers, notamment le bloc marin breton. Vous voyez de quoi il est constitué. Vous y reconnaissez ici les intervalles 1, 2, 3, 3, 2, 1. Et ici, dans cette partie qu'on appelle l'horloge, on va rentrer donc de gauche à droite et en tournant donc dans le sens de l'aiguille de la montre, les horaires successifs, donc basse mer, plus 1 heure marée, plus 1 heure marée, ainsi de suite. Donc il faut quand même faire le calcul de l'heure marée. Ensuite, on reporte sur l'échelle verticale ici à gauche la hauteur de basse mer. En l'occurrence, c'était 0,95 m dans le calcul précédent. Sur l'échelle de droite, la hauteur en pleine mer, 11,15 m. Il ne reste plus qu'à tracer une droite entre ces deux points. Et ensuite, de repérer sur l'horloge l'heure souhaitée. Alors 17h20, c'est entre 16h45 et 17h50. Les heures sont partagées en 12 parties, donc chaque partie fait 5 minutes, on compte à partir de là, et donc 17h20 c'est ici. On remonte donc sur la droite et on va lire donc en face la hauteur correspondante, donc le graphique nous donne 7,40 m, on n'est pas très loin de ce qu'on avait déterminé par le calcul. Autre méthode, celle qui est celle de l'ABAC CHOM, qui est une méthode sensiblement équivalente. Alors, sur la partie gauche, on va repérer donc sur les échelles horizontales l'heure de basse mer, ici 13h30, et de haute mer, donc de pleine mer 20h, on trace une droite. Sur la partie à droite inférieure, on va reporter les hauteurs correspondantes, hauteur de basse mer 0,95 m, de pleine mer 11,15 m, on trace une droite. Ensuite, on va utiliser ces deux droites, donc en partant de l'heure à laquelle on souhaite connaître donc la hauteur d'eau, ici 17h20, que l'on va placer donc sur cette échelle. On va remonter sur la première droite,
verticalement. On va tracer une horizontale qui va rencontrer la sinusoïde représentant les variations de la hauteur de mer. On descend sur la droite qu'on a tracée précédemment et par lecture sur l'échelle verticale, on obtient la hauteur d'eau à l'heure donc souhaitée, c'est-à-dire à 17h20. Et enfin, deux questions d'examen posées à la session de 2021. Première question, les mortes eaux, c'est lorsque, première proposition, le coefficient de marée est inférieur à 70. Deuxième proposition, c'est le jusant. Troisième proposition, le marnage est important. Quatrième proposition, le coefficient de marée est de 120. Je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir. Alors la bonne réponse est bien sûr, le coefficient de marée est inférieur à 70. Question suivante, un petit peu équivalente. Comment appelle-t-on une marée d'un coefficient supérieur à 70 cette fois? Première proposition, les vives eaux. Deuxième proposition, une marée haute. Troisième proposition, les mortes eaux. Quatrième proposition, une grande marée. Un peu de réflexion. La bonne réponse était les vives eaux, au-dessus de 70. Bonne révision de cette partie de programme.